c'était beaucoup plus facile de travailler pour un patron, de se fixer des objectifs au jour le jour, de faire les efforts pour un patron que pour soi-même. Et avec du recul, tu te dis, ok, mais est-ce que ça veut dire que je respecte plus un patron que je me respecte moi-même? Si tu as une superbe formation, mais que tu ne sais pas la vendre, au bout d'un moment, tes élèves, on va dire qu'ils sont diplômés, ils passent à autre chose. Bah, tu fais quoi? Tu te retrouves avec un produit sur les bras que tu ne peux pas vendre, tu arrêtes de faire des rencontres. Comment tu fais? À quel moment, et est-ce que surtout, tu t'es dit, ok, on a besoin de s'entourer d'autres personnes, et pourquoi? C'était quoi votre moment de douleur que vous avez ressenti dans votre business qui vous a dit, ok, là, je dois avancer? En fait, on ne voulait pas perdre en qualité. On ne voulait pas non plus travailler 12 heures par jour tout le temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier qui touche à tous les entrepreneurs, le rapport entre l'argent et la valeur que l'on produit pour un client. Allez, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à nouveau aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais prendre un prisme un petit peu particulier. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur toi. Comment tu as lancé ton agence digitale, et comme ça va nous ouvrir d'autres champs de conversation. Donc, vas-y, okay. Est-ce que tu peux me raconter la genèse de l'agence, comment l'idée allait arriver, comment ça s'est arrivé dans ton esprit, et ensuite, comment tu as géré ça et le rapport à l'argent que ça t'a créé? Ok, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat en fait de base, donc j'ai commencé quand j'étais durant mes études, donc j'ai appris tout ce qui était code, etc. Et à force de trouver des clients, créer des sites internet, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins qui convergeaient avec du coup mon associé. Donc elle était spécialisée dans tout ce qui est stratégie, graphisme, etc. Ça se complétait pas mal, donc on a commencé comme ça en fait du coup à avoir les mêmes clients, etc. Et par la suite, je la fais rapidement, mais par la suite, à force de trouver des clients, avoir de la demande, on grandit, et du coup on a décidé de créer une structure qui était plus solide et plus sûre, et d'y aller à fond. Ok. Tu as dit que tu as commencé par les sites internet. Ouais. Tu avais une étude, un background par rapport à ça? Non, rien à voir. En fait, avec mes grands frères, etc., sœurs, j'ai toujours été un petit peu, comme on dit, matrixé par l'entrepreneuriat. Donc c'est quelque chose qui m'a, depuis en fait assez longtemps, qui a un peu été inculqué directement. Et du coup, je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Donc je suis allé à la fac. Je fais 3 ans, j'ai arrêté après ma licence. Et derrière, je me suis mis à apprendre à coder. Parce que je crois que c'est mon frère jumeau, j'ai vu qu'il faisait ça, donc je me suis mis à apprendre à coder. Et derrière, j'ai un de mes frères qui m'a montré WordPress, entre guillemets. Ok. Et derrière, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je me suis formé, etc. Et après mes études, j'ai continué de me former. Surtout grâce au Covid, en fait. Du coup, on avait beaucoup de temps. Donc je me suis formé à fond. Et derrière, j'ai réussi à trouver quelques clients par-ci, par-là au début. Donc c'était pas grand-chose, entre guillemets, en termes d'argent, mais c'était toujours ça de prix. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé derrière. Ok. Alors, tu ouvres une nouvelle question qui m'intéresse. C'est, tu dis te former, mais pour moi, se former, c'est assez vague. C'est quoi le moment entre quand tu commences à apprendre à coder et quand tu fais ton premier site perso et ton premier site que tu vends à un client? Parce que tu dis que tu as continué à te former, mais ça veut dire quoi concrètement? Tu as appris d'autres langages Ouais, en fait, en gros, j'ai commencé par langage un peu technique, Java, etc., puis HTML, CSS, etc. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai découvert WordPress, j'avais 21 ans à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça me parlait beaucoup plus le no-code que le code en soi. Ça me permet d'avoir de bonnes bases solides, mais derrière, je préférais tout ce qui était no-code. C'était un peu l'émergence de ça. C'était il y a combien de temps? C'était en 2018. Ok, ouais. 2018. Et derrière, j'ai repris les études par la suite, donc j'avais arrêté, mais avec le Covid, ça m'a permis, en fait, du coup, en 2019, de me remettre dedans. Donc, en fait, j'ai appris à coder, j'ai taffé, j'ai préparé des concours. Et du coup, j'ai eu une petite période de 6-7 mois où j'ai arrêté tout ça. Donc, j'avais pas du tout de clients. Et pendant mon master, du coup, j'ai continué à me former. Et j'ai commencé, en fait, du coup, en 2020... premier client en 2023. Ok. Voilà, c'est vraiment en 2023 où j'ai eu les premiers clients, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'années qui passent entre quand tu te commences. Des études, alternance, je travaillais aussi un peu à côté en plus, etc. Donc, j'avais pas tellement... en termes de temps, c'était pas ma prio, entre guillemets. Ok. Voilà. Alors, je t'explique pourquoi je te posais cette question, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a un truc qui revient fréquemment, c'est de se lancer vite. Mm-hmm. Mais du coup, là, tu as fait le chemin inverse. Tu as pris beaucoup de temps. Et pour quel résultat? Ok. Je savais pas quoi faire, entre guillemets, en réalité. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps. Mais j'essaye
aller au plus vite, mais je souhaite quand même avoir des compétences à vendre parce que pour moi, le plus important, c'est de vendre de la valeur. Et l'argent, on en a tous besoin, mais c'est un retour sur investissement, entre guillemets, sur ce qu'on a produit. C'est un peu un... Bon, après, des fois, c'est plus ou moins mal jaugé ou trop, entre guillemets, mais c'est surtout à ce niveau-là que je le vois. Alors, je te rejoins là-dessus parce que j'avais entendu, je ne sais plus quel podcast, je crois que c'était Vin Gang qui disait ça, qui disait ton argent, c'est le résultat de toute l'expérience que tu as acquis et que tu transformes en un bien matériel. En gros, l'argent, c'est la représentation physique de l'expérience de ta vie. Ouais. Tu vois ? Donc, c'est là où, effectivement, si tu vends de la valeur, tu ne vends pas juste un produit fini, tu ne vends pas, par exemple, juste le site internet, tu vends tout ce qui va avec, c'est-à-dire toi. Qu'est-ce que tu apportes aussi aux clients ? Et on avait cette conversation tout à l'heure où je te disais, quand je travaille avec un prestataire, j'aime qu'il s'intéresse à l'ensemble de mon business, pas juste à la tâche que je lui ai confiée. Et du coup, toi, c'est quoi ce rapport, justement, la valeur ? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne comprennent pas c'est quoi la valeur qu'ils peuvent apporter sur la table. Alors, nous, en tant qu'agence, et même en général, en dehors de l'agence, d'autres business, etc., j'essaye, quand j'ai des partenaires, d'être plus que juste un prestat, entre guillemets. On souhaite être, comme on disait, des partenaires de croissance. J'ai vu ce terme, c'était Théo Lyon qui a des agences, etc. Et c'est un terme que j'ai beaucoup repris parce que je me suis vraiment reconnu dedans. Je déteste, entre guillemets, vendre, si on peut dire, la merde, entre guillemets. Tu veux le dire. Voilà. Pour moi, l'important, c'est la valeur que tu vas délivrer. Et c'est comme ça que je le conçois, derrière. Donc, ta question, je ne sais pas si j'ai répondu directement à ta question ou pas. Alors, je sais pas. Par contre, vas-y, on va faire un exercice assez simple. Tu viens vers moi, comment tu m'apportes de la valeur ? Alors, comment je m'apporte Bon, déjà, si je dois venir vers toi, j'essaie de me renseigner. En fait, pour moi, le plus important, c'est d'avoir le plus d'informations sur toi. Donc, tu vois, par exemple, un call tu vois, de découverte, etc., ou un échange, ou un rendez-vous, je laisse parler. En général, au moins, je pense 70% du temps, c'est l'interlocuteur qui va parler parce que le but, c'est d'avoir le plus d'informations sur lui. Je m'intéresse vraiment aux gens. Donc, c'est une force, en fait, de s'intéresser aux gens, vraiment. Ce qui te permet, derrière, d'avoir plein de données, plein de data et de rebondir sur les sujets importants. Et derrière... le but, de toute façon, à la fin du premier échange, c'est que toi, tu n'aies plus de questions, entre guillemets, sur ce que la valeur, sur ce que je peux t'apporter. Par contre, tu peux avoir des questions sur moi, qui je suis, etc. Je me présente rapidement. Donc, si je viens vers toi, j'ai simplement te demander déjà, en vrai, qui tu es, toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes, et de tout ça, derrière, je vais te laisser parler, j'essaie de découvrir tes problématiques. Ok, pourquoi est-ce que ce service peut t'intéresser, ou est-ce que tu as déjà une idée de la valeur des prestations que je peux t'apporter, tu vois, parce que des personnes qui vont savoir à quoi c'est un site internet, d'autres non, tu vois. Et derrière, ce que je précise toujours, c'est que tout est... la data est importante et je ne propose pas un site internet pour un site internet. Pourquoi on le propose et comment est-ce qu'on mesure, par exemple, qu'un site internet fonctionne, tu vois. Donc derrière, tu as de la donnée, tu as le trafic, tu as l'engagement, bref, tu as tout ça. Tu vois. Donc, et peu importe le service en général, pour moi, il est important de justifier une fois que la prestation est effectuée, du résultat derrière, en fait. Tu vois. C'est pas juste vendre et je disparais. Pour moi, c'est un peu ça. C'est le moyen où tu apportes de la valeur vraiment à des personnes. Tu vois. Ok, donc c'est vraiment en écoutant, en faisant parler le client pour comprendre ce dont il a besoin. Ouais, comme tu fais là avec moi. Et bah, justement, allez, faisons un petit... pourquoi pas un petit roleplay, tu vois, où... Moi, je suis un prospect, ok, tu sais à peu près déjà ce que je fais. Comment tu arriverais à me faire parler, moi, de la valeur qui m'intéresse ? Ok. Donc, toi, j'ai une bêtise. Tu as une formation de tout ce qui est trading, etc. Donc, l'idée, c'est... on a eu l'échange, etc. Donc là, au moment du rendez-vous, donc tu vois, je te présente le déroulé du rendez-vous. Donc, vas-y, let's go. Ok, let's go. Ok, bon, salut Brice, du coup, merci de ton temps, c'est un plaisir. Alors, comment ça va se passer ? Tu vas, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter toi, ce que tu fais. Ok, donc... Et ensuite, deuxième temps. Je suis un trader. Ok. J'accompagne des élèves à prendre des compétences en termes d'analyste sur les marchés financiers, en finance de marché. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un site qui ne convertit pas assez. Je viens de le refaire et j'arrive pas à transmettre l'intention
que je veux pour mes clients. Ça veut dire, aujourd'hui, la clientèle qui vient me voir n'est pas forcément celle avec qui je veux travailler. Ok. Donc, première chose, quelle est ta cible? En fait, on commence toujours par là. Quelle est ta cible? Et entre parenthèses, en général, dans les rendez-vous, cette question-là vient par la suite, dans le sens où je vais d'abord te demander de te présenter toi et vraiment ce que tu fais l'ensemble. Est-ce que tu as une équipe? Ou est-ce que tu as des locaux, par exemple? Ça me permet aussi de jauger aussi ton chiffre. Tu vois, j'ai une bêtise. Si je sais que tu as des locaux avec une vingtaine d'équipes, je sais que le montant n'est pas le même qu'un entrepreneur qui va être, ou être seul ou trois, etc. Tu vois, donc, Alors, il y a tous ces autres quand tu dis le montant, c'est ce que tu vas charger toi. C'est pas pour moi, c'est pour savoir en fait aussi, est-ce que les prestations que je propose sont adaptées, tu vois, à mon interlocuteur. Parce que derrière, il faut réussir à jauger un peu le chiffre d'affaires derrière une fourchette qui va te permettre derrière de savoir, ok, ce client-là, est-ce que c'est pertinent de lui vendre, j'ai une bêtise, un site sur mesure qui va te coûter 3 ou 4 000 euros, alors qu'un site avec template t'en coûtera peut-être 1 500 ou 2 000, et là, tu auras peut-être plus de budget, tu vois, et par la suite, peut-être évoluer, tu vois. Ça va dépendre aussi, en fait, derrière du besoin, et derrière aussi de la cible. Et c'est ça, c'est le plus important. Donc là, tu m'as expliqué ce que tu faisais. Et derrière, tu vois, tu me dis les clients qui viennent, donc, sont pas la bonne cible, en fait. Mais du coup, qui est ta cible? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas qui est ta cible. Déjà, il faut commencer par là. Donc, tu peux pas faire un site internet comme ça si elle ne parle pas à ta cible. Donc là, du coup, c'est une stratégie derrière d'entreprise qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que tu proposes comme service exactement en détail? L'accès à une communauté, à de la rencontre entre les gens, un accompagnement sur la psychologie grâce aux échanges avec les membres de la communauté, et surtout tout un cursus d'apprentissage sur la réflexion à avoir face au marché et quelles sont les méthodes d'analyse que nous, on pratique dans ma niche, c'est-à-dire la smart money. Ok. Donc après, il faudrait que tu m'expliques ce qu'est la smart money. Ok. Donc intéressant. Et derrière, tu me dis que tu as déjà eu des clients. Ouais. Alors, quelle est la typologie de clients que tu as? Est-ce qu'ils sont similaires? Est-ce qu'ils sont complètement différents? Trop broad, trop vaste, justement, pour que je puisse me baser sur mes clients pour avancer. Déjà, est-ce qu'ils sont en France? Oui. Tous? Ou en général? Non. Ok. Mais la majeure partie de tes clients sont en France? Francophone. Francophone. Donc déjà, tu as une cible première qui est large pour l'instant, francophone. Plus des femmes ou des hommes? Plus des hommes. Donc déjà, même si plus des hommes, mais est-ce que c'est ce type de clients-là avec qui tu travailles le mieux? Pas forcément. Ça dépend juste du lien qu'on crée avec l'élève. Ok, parce que je vais dire un exemple. Personnellement, dans ce que je vends, ça s'est souvent mieux passé avec des hommes qu'avec des femmes. C'est pas forcément une généralité, mais du coup, je sais qu'en général, moi, peut-être dans mon approche, peut-être plus masculine, donc j'essaye souvent, ma cible idéale correspond plus souvent à des hommes, tu vois. Donc toi, est-ce que ton approche, tu le sens, tu me dis oui, ça dépend, mais par exemple, tout ce qui est psychologie, etc., est-ce que les femmes sont plus sensibles à ce que toi tu proposes ou est-ce que ce sont les hommes? Étant donné que j'ai un public qui est plus masculin, je vais te dire les hommes, mais c'est juste une question de chiffres, pas de résultats. Oui. Tu vois, okay. En termes de résultats, on est plus sur du 50-50. Okay. Du coup, autant se baser sur déjà ce que tu as de plus et continuer là-dessus. Donc, tu sais que tu as des fonds. Ouais. Alors, je fais juste une pause, mais c'est juste... Ouais. Je sais que faire un avatar client, ça peut prendre 2 jours. Ouais, tu vois, donc, c'est juste pour aller effleurer la méthodologie, l'approche finalement de ce qui est important pour un entrepreneur. Voilà, tu vois. Mais effectivement, en réalité, j'ai un avatar client qui serait un homme qui est marié, qui a 2 enfants, donc qui a des responsabilités, qui est dans la trentaine, donc qui a un budget et qui peut investir sur lui, qui a déjà une expérience dans le trading, qui a été déçu de ce qu'il a trouvé et qui cherche à cette fois avoir le bon accompagnement. Okay. Tu vois, ça c'est la cible idéale. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai une communauté qui a été tellement vague parce que j'ai eu des partenariats à gauche, à droite, qui a fait que mon image a été très grande et du coup, j'ai eu plein de clients qui sont arrivés, non pas par le travail de communication que j'ai fait, mais par les endroits où j'étais positionné, qui fait que c'est pour ça que je te dis, j'ai une clientèle qui est très vague et qui m'a permis d'avancer grâce aux bouches à oreille. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est un truc qui est important pour les entrepreneurs, c'est de ne pas négliger la puissance du bouche à oreille, en sachant que ça peut aussi bien nous faire
mais ça nous défait encore plus vite. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais souvent, du coup, c'est très important le bouche-oreille, mais il ne faut pas non plus se baser que dessus. Parce que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance, surtout, après c'est surtout au début, hein, ou même pas forcément qu'au début, mais souvent, il y en a beaucoup qui se basent seulement sur le bouche-oreille. Mais la prospection, entre guillemets, ou la création de contenu, en tout cas l'acquisition, est hyper importante et dépendre que du bouche-oreille. Au bout d'un moment, en fait, tu te casses forcément la gueule parce que ça peut pas tourner, un business ne peut pas tourner qu'au bouche-oreille en général. Alors, je vais te raconter... de ce que j'ai vu après. Je vais te raconter un petit peu une partie de l'histoire de ce qui m'est arrivé personnellement, tu vois. Je suis arrivé en tant que mentor, que formateur, un petit peu par la force des choses. Je me suis juste retrouvé au bon endroit, au bon moment. J'étais bien entouré et j'ai eu les opportunités. Mais du coup, j'avais jamais eu à travailler un marketing, un branding. En fait, je me suis toujours concentré juste sur, OK, fais le meilleur cours possible pour que les gens performent. Mais c'est-à-dire, t'as pas besoin de savoir est-ce que ton cours, il est alléchant ou pas. En gros, si je devrais te donner une autre image, c'est travaille sur le moteur, t'inquiète pas de la carrosserie, nous, on va gérer que la voiture, elle soit belle, tu vois. OK. Je fais ça et au bout d'un moment, après plusieurs années, je me sépare de mes associés. Je me retrouve solo. Et là, la chance que j'ai, c'est que dans la communauté d'élèves que j'avais, il y a des gens qui sont restés, entre guillemets, avec moi. Donc, le bouche à oreille a continué. Je continue d'avoir des clients. Une autre étape de ma carrière avance et je change encore d'associé. J'ai à nouveau des gens qui font le marketing à ma place. Et au bout d'un moment, je me retrouve là, 5-6 ans en tant que mentor. Et je me dis, OK, maintenant que j'ai besoin de repartir à zéro, comment est-ce que je fais ? Et là, ça a été pour moi le premier choc. Ouais, je ne sais pas faire de contenu pour rendre attractif mon offre. Parce que toute la période où j'ai été exposé, je refusais de faire du contenu sur les réseaux. Je me concentrais que sur les cours, que sur les lives. Et aujourd'hui, tu vois, je suis là et je me dis, OK, il y a plein de gens qui me connaissent. Il y a même des gens qui m'envoient des messages. Ouais, merci, j'ai suivi tel cours et tout. OK. Mais ma base de followers, aujourd'hui, ne va pas suivre le nombre de personnes que j'ai touchées. Ça veut dire que l'image de marque, elle est faible. Tu vois ? Okay, et du coup, à partir de là, t'as le rapport à l'argent. OK, est-ce que je vais investir dans une personne pour travailler sur mes réseaux sociaux ? OK, vas-y, let's go. C'est ce qu'il faut faire. Tu te lances et là, boum, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne sais pas choisir la bonne agence. Tu perds de l'argent. Les process de travail qui te correspondent, tu ne les connais pas. Donc, petit à petit, tu prends une expérience, mais tu découvres un nouveau métier. Et tu vois, je pense que ça, en voulant continuer finalement à être un mentor après avoir changé d'associé, je me suis créé comme une cage où je veux pas perdre le côté networking, le côté rencontre humaine avec les élèves, tu vois, parce que ça a été les plus belles années rencontres, les plus belles années de ma vie et les rencontres que j'ai fait en termes de personnes avec qui j'ai travaillé. Mais si tu as une superbe formation, mais que tu ne sais pas la vendre, au bout d'un moment, tes élèves, on va dire qu'ils sont diplômés, ils passent à autre chose. Tu fais quoi ? Tu te retrouves avec un produit sur les bras que tu ne peux pas vendre, tu arrêtes de faire des rencontres, comment tu fais ? Tu vois ? Et c'était là où, quand on faisait, par exemple, le Business Night Talk, les rencontres, tu vois, ça arrivait à un moment où je pense que j'avais besoin d'un renouveau, d'agrandir mon cercle d'entrepreneurs, surtout, tu vois. Et donc, toi, à ce moment-là, t'étais en plein dans l'agence. Ouais. Et justement, tu disais, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect DA. Donc, vous le gériez à deux. Mais j'ai envie de te demander, à quel point, à quel moment, et est-ce que surtout, tu t'es dit, OK, on a besoin de s'entourer d'autres personnes. Et pourquoi ? C'était quoi votre moment de douleur que vous avez ressenti dans votre business qui vous a dit, OK, là, je dois avancer ? Alors, en fait, on attache beaucoup d'importance au service client, tu vois. Et si tu es dans la production, tu peux pas, comme tu vois, tu l'as vu, on peut pas tout faire. Donc tu peux pas forcément créer de contenu pour toi-même déjà.
tu ne peux pas forcément t'occuper aussi bien de tes clients parce que tu as beaucoup de travail, etc. Et donc, j'avais pas envie non plus. En fait, moi, le sujet, c'est que on ne voulait pas perdre en qualité. On ne voulait pas non plus travailler 12 heures par jour tout le temps. Donc, le but, c'était de réussir à déléguer. Et c'est cool d'avoir une équipe, en fait, tu vois, même humainement, d'être entouré, etc. Et donc, vraiment, la douleur qu'on a eue, c'est réussir à déléguer le travail parce qu'au bout d'un moment, être en production, c'est sympa, mais c'est pas mon but, tu vois. Faut chercher du lead. Donc ça, c'est le travail, tu vois. Quand tu es une petite agence, c'est les fondateurs qui doivent le faire. Et il faut également avoir un super SAV pour limiter le taux de churn, entre guillemets, qu'on appelle. Donc le taux de clients qui s'en vont, en fait. Pour ça, tu as gardé une bonne qualité. Et c'est à ce moment-là qu'on a voulu recruter parce que ça nous permettait derrière nous d'assurer tout ça. Bon, après, quand tu recrutes plus ou moins bien, donc bien, c'est pas forcément recruter la bonne personne. Tu peux recruter la bonne personne, mais si tu la recrutes pas au bon poste, ça le fait pas. Si tu la mets pas dans les bonnes conditions, tu vois, j'ai une bêtise, on était en bureau, on est passé en télétravail, mais il y en a qui ça va pas. Enfin bref, tout un autre sujet. Donc c'était vraiment ça nos douleurs, tu vois, comme tu l'as bien dit. Okay. Et je te donne juste le... Non, c'est pas une question, c'est que le mot français pour churn, c'est l'attrition. Ok. C'est un terme que j'ai appris dans le milieu banquier. Je dirais pas comment. Mais voilà, c'est l'attrition. Et t'as dit quelque chose de très intéressant. Alors, le premier point que t'avais dit, ne pas recruter les bonnes personnes au bon poste. Tu vois. Comment tu t'es rendu compte de cette erreur ? Que, par exemple, la personne, elle était bonne, mais pas au bon poste. C'est que nous, en fait, on a eu tout type de profils, dont aussi, par exemple, des alternants, donc des bons profils. Seulement, tu vois, par exemple, j'ai une bêtise, donc, au début, on commence par alternant stagiaire, mais c'est compliqué de savoir à quel poste le mettre, puisque lui-même ne sait pas, en fait. Tu vois. Okay. Donc, il y a cette problématique-là, où quelqu'un qui vient d'entrer sur le marché du travail, ou quelqu'un qui vient, qui change complètement, on va dire, de type d'emploi, etc. Donc, quand tu recrutes ce genre de personnes-là, tu vois, ça peut être compliqué en fait de savoir où est-ce qu'il faut le mettre parce que eux, ils ont une école, ils ont des études, un suivi, mais en fait ils peuvent avoir aussi envie de basculer, tu vois, c'est humain. Donc je pense que cette problématique-là était particulièrement en fait liée au fait de recruter des personnes qui ont peu d'expérience en fait à ce niveau-là. Ça a été compliqué. C'était quoi ton process de recrutement du coup ? Alors au début, ce qu'on a fait, c'est que tu es annoncé sur LinkedIn, Indeed, etc. Et derrière, en fait, nous, cas pratique, en réalité. En fait, okay. On regardait le CV, mais bon, on s'attend pas à ce que tu aies fait 40 000 trucs, tu vois. Donc, c'était cas pratique. En fait, au début, on l'a pas fait. Au début, on l'a fait surtout un peu au feeling, les compétences, les trucs, on regardait, ok, tu sais faire ça, ok. Et ensuite, on s'est rendu compte que ça suffisait pas forcément. Donc, pour les prochains recrutements, et même si c'était avec freelance, etc., on faisait des cas pratiques. Et les cas pratiques, franchement, ça permet même à une personne qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui a énormément, par exemple, nous, c'est vraiment, mon associé, c'est la créativité, tu vois. Donc ça permet d'avoir des talents qui ont beaucoup de créativité. Donc c'était vraiment ça, nous, cas pratique pour le recrutement, par exemple. Tu sais que moi je suis quelqu'un de très créatif et c'est ultra dur de bosser avec moi, du moins de faire des business plans, ce genre de trucs, parce que j'ai une vision, elle est tellement... je ne sais même pas comment te dire. Tu vois, par exemple, moi, dans mes passions, j'aime regarder des trucs de design. J'aime que mon esprit soit tout le temps nourri. Et du coup, dans un processus de recrutement, je me dis, OK, avec quelle personne je vais me sentir le mieux ? Tu vois, et j'ai du mal à me baser que sur les compétences. C'est vraiment l'émotionnel pour moi qui va faire la part des choses. Et là où ça peut être une erreur. Tu vois ça a pu être une erreur de notre côté aussi à ce niveau-là. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de même, tu vois, moi, c'est recrutement, mes prestataires aussi, tu vois. Est-ce que toi, avec tes prestataires, avec qui tu as bossé, tu vois, tu dis que t'as pas forcément fait le bon choix, pas le bon choix, mais tu n'as pas eu le résultat attendu. Est-ce que tes prestataires te disaient sous quelle forme le résultat attendu allait être traité ? Tu vois, comment la donnée allait être traitée ? Et est-ce qu'ils interprétaient surtout, l'important, est-ce qu'ils interprétaient ce résultat, en fait ? Ok. Je vais te dire deux choses, ok ? Je vais te parler de mon équipe actuelle, du coup. Et
répondre à ta question par rapport aux prestataires. D'abord, les prestataires, il faut comprendre que on ne dirait pas parce que j'ai fait de la scène, parce que j'ai fait du théâtre et tout, moi, je suis quelqu'un d'introverti. Ça veut dire, je vais pas forcément, si je suis pas à l'aise avec la personne, poser plein de questions et tout. Donc, quand le prestataire, il me vend son truc, des fois, j'ai des questions qui sont pertinentes dans ma tête, mais je vais pas les dire, tu vois. Et cette question de comment la donnée, elle va être traitée, ben, j'ai pas assez creusé. Ça veut dire, le prestataire, il va me dire, on a travaillé avec ci, on a eu tel résultat, voici notre processus de travail. Ah, ok. Dans ma tête, il y a une petite alerte. Ah, mais demande-leur quel logiciel ils vont utiliser. Demande-leur quel est, par exemple, quel type de script ils vont te donner pour travailler ta communication. Tu vois, toutes ces questions-là, je vais les garder pour moi. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à travailler avec eux et je vais avoir comme une boule au ventre. En mode, je me sens pas bien. Et je te donne un exemple encore plus ouf. Actuellement, c'est ce qui m'arrive avec mon comptable. Genre, j'avais le choix entre 2 comptables. Et j'en ai pris un. En me disant, bon, c'est peut-être la sécurité qui m'a été conseillée par quelqu'un dans le même domaine que moi. Ok. Le comptable, il fait son taf. Mais je me sens pas à l'aise avec lui. Ça veut dire que j'ai même du mal à lui envoyer des messages pour lui poser des questions alors que je devrais. Je le sais, tu vois. Mais le fait que je me sente pas à l'aise, je me sens comme bloqué dans une situation que je n'arrive pas à régler. Et ça, c'est problématique. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que quand j'ai bâti mon équipe avec qui je travaille, tu vois, du coup, je me suis entouré de personnes que j'appréciais, avec qui le dialogue, il est facile. Par contre, moi, je suis perfectionniste. Je suis un créatif, donc j'aime beaucoup travailler sur les petits détails. Là où, au contraire, quand tu es entrepreneur, normalement, c'est make it faster. C'est va vite et corrige après. Donc, j'arrive à trouver un juste milieu, mais qui n'est pas encore optimal en termes de retour sur investissement. Quand mes associés, je vais les appeler comme ça, quand mes associés ne délivrent pas en temps voulu, comme je me suis basé sur des partenariats basés sur le relationnel, j'ai pas envie d'entrer en friction avec eux. Ah ouais. C'est pas que je ne suis pas capable d'entrer en clash avec une personne, mais je vais me dire, quel est l'intérêt ? Pour moi, il n'y en a aucun, tu vois. Ça veut dire, pourquoi est-ce que je vais entrer dans le cul de mon associé, qui est mon bon pote, parce que il ne m'a pas rendu le travail que je lui ai demandé en temps et en heure. Surtout que c'est des partenariats de bon accord, tu vois, c'est pas mes salariés. Il n'y a pas de relation forcément monétaire. Donc, je me retrouve là et je me dis, ok, ce que je devais faire, par exemple, je devais partir en vacances, donc en Corse, en juillet, août. Juillet, je me dis, ok, août, je suis pas là pendant 2 semaines. Septembre, on bosse à fond et on sort l'update de la formation que je veux sortir. Boum. Je pars en vacances, rien ne se passe. Je reviens, septembre, bon les gars, vas-y. Bon, est-ce que tu peux me faire une tâche ? Ça va m'aider. Ouais, t'inquiète. Là, on est en novembre. Je l'ai toujours pas eu. Un truc qui est censé prendre une bonne heure. Alors, j'ai des contacts avec mes associés, tu vois. Et du coup, on avance sur d'autres choses. Mais les trucs importants pour le bien de mon business, je me sens pas légitime à leur rentrer dedans parce que j'ai fait des relations business, mais basées sur le relationnel. Tu vois ? Ouais. Et pour moi, c'est une erreur que je ne referai pas. Ça veut dire que les partenaires de croissance que je prends, il faut que je m'entende bien avec eux, oui, mais il faut avoir quand même une distance business, tu vois. C'est comme on dit, ne fais pas de business avec ton frère, ton compagnon, ta femme, peu importe, tu vois. C'est des erreurs, des fois, on le sait, on est prêt à le faire quand même. Dorénavant, je pense que, tu vois, j'éviterai. Ok. Ouais, donc en fait, moi, il y a 2 choses intéressantes. Et du coup,
t'attendais pas forcément à un rendu final dans le sens où même si t'en attendais un, tu l'as jamais vraiment demandé parce que tu te sentais pas légitime de le faire. C'est ça. Ouais, ok. Et Alors, laisse-moi t'en dire un petit peu plus sur la psychologie. Moi, je suis du genre... Tu vois, il y a cette phrase en anglais qui est « up or out ». Genre, je te donne une opportunité, soit tu la prends, soit tu te casses. Tu vois. Et je suis un peu comme ça dans le sens où je te donne le bâton et je regarde ce que t'en fais. Et si t'en fais rien, dans ma tête, je passe à autre chose, mais dans mon cœur, j'arrive pas à... Tu vois. Ou peut-être l'inverse, je sais pas trop. Mais, entre guillemets, je suis dans cette relation où, bon, bah, tu sais quoi, je n'attends plus grand-chose en termes de résultats. C'est pour ça que je ne le demande pas. Mais ça me fait chier de me rendre compte que je reste la locomotive seule de mon projet, tu vois. au final, ça détériore, pas plus ta relation, le fait de ne rien dire. Parce que si tu en parlais directement que ça te posait un problème, peut-être que ça peut être corrigé par la suite, tu vois, et réajusté. Mais le fait de le garder pour toi, la personne, le jour où toi, j'ai une bêtise, tu vas dire, bon, bah, je m'en vais, elle va pas comprendre pourquoi. Exactement. Ouais. Et c'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois dans ma vie. Okay, mais rappelle-toi, par quoi j'ai commencé, je suis introverti. Ouais, c'est pour ça que je comprends. Tu vois ? Ouais, ça dépend du coup, ouais. Et du coup, tu me disais que ça t'avait deux choses. Le deuxième truc, c'est, en fait, pour moi, tu peux t'associer même avec ton compagnon, ton frère, etc., ou ta compagne. Ça va juste dépendre, en fait, des intérêts communs et si vous pouvez travailler ensemble, tu vois. J'ai des frères avec qui je peux travailler, d'autres non. Il y a des frères avec qui je peux travailler pour eux, d'autres qui peuvent travailler pour moi. Donc, on peut travailler ensemble. Ça dépend. Des amis, c'est pareil. Et l'avantage, je trouve, que tu as, parce que ce que j'ai pu faire avec ta compagne, c'est que derrière, vous avez les mêmes intérêts. Vous avez les mêmes intérêts. Alors que, j'ai une bêtise, toi, Rudy et moi, on peut avoir des besoins et des intérêts qui sont complètement divergents. Tu vois. Oui. Donc, c'est là où il faut réussir à se mettre en phase. Mais avec ta compagne, il faut juste, pour moi, avoir un cadre, tu vois. Mettre des horaires de travail ensemble, etc. Tu vois. Parce que oui, si maintenant vous passez votre vie à juste travailler tout le temps, peu importe les minutes où vous travaillez, etc., tout le temps, bah, vous pouvez oublier votre relation. Tu vois. Donc, il faut juste, pour moi, poser un cadre. Mais l'avantage, c'est que vous avez le même intérêt. Et j'ai envie de te dire, tu vois, par exemple, toi, Rudy et moi, c'est un peu comme, prenez exemple la dernière fois de One Piece. Tu vois, t'es dans un bateau, t'as des objectifs différents à terme, mais on va tous dans la même direction, dans le même bateau. Ok. Et dans les exemples familiaux, j'ai eu des deux côtés de ma famille, c'est-à-dire du côté de mon père et de ma mère, les deux exemples. J'ai du côté, bon, je vais pas dire exactement de quel côté, mais j'ai deux oncles qui sont frères, qui ont travaillé ensemble de la création de leur société à la clôture il y a pas longtemps, là. Donc, ils ont peut-être bossé 40 ans ensemble. Ouais, c'est pas mal. Ça s'est bien passé. De l'autre côté, j'ai, pareil, deux où ça a créé des embrouilles de l'argent qui est détourné. Ça pète le champagne quand l'autre, il a des galères, tu vois, d'ordre supérieur. Du coup, je suis là en me disant, ok, en réalité, les deux peuvent marcher. Mais à l'instant T, de tous les business que j'ai essayé de faire, donc mon premier business que j'ai essayé de faire, c'est dans la lingerie. C'était avec des potes. Ça s'est mal passé entre un pote et son cousin. Voilà, donc histoire de famille, allez. Ensuite, un autre, dans l'électronique. Tu vois, je faisais un petit peu comme toi, création de site, mais plus avec tout ce qui est terminaux de paiement et compagnie, tu vois. Boum. Ça, on va dire que le projet, il est mort par lui-même parce qu'il n'y avait plus la flamme. Mais en même temps, tu vois, cette relation fraternelle que j'avais avec mon meilleur ami, qui est toujours aujourd'hui, on avait du mal à se motiver ou à se mettre peut-être un coup de pied au cul mutuellement pour se dire hey, frère, vas-y, qu'est-ce qu'on fait ? Par contre, tu vois, on s'est rendu compte d'un truc ultra important cette période. C'était beaucoup plus facile de travailler pour un patron, de se fixer des objectifs au jour le jour, de faire les efforts pour un patron que pour soi-même. Et avec du recul, tu te dis ok, mais est-ce que ça veut dire que je respecte plus un patron que je me respecte moi-même ? Tu vois ? Parce que forcément, pourquoi ? Pour lui, je l'aime même pas. Tous les jours, je vais être à l'heure, je vais faire le taf pendant 7, 8 heures, 9 heures de suite. Tu vois ? Quand c'est pour moi,
je vais être devant mon PC, je vais commencer à chiller, je vais regarder une série, tu vois, je vais pas respecter mon temps de travail quand c'est pour moi, comme je le respecte pour quelqu'un d'autre. Alors que je suis censé être mon propre patron à ce moment-là. Il y a deux choses, du coup. La première, c'est... Je vois ce que tu veux dire par la notion de respect. Au fond, je pense que je te rejoins. Seulement, la différence, c'est qu'avec le patron, t'as pas tellement le choix, en fait. Sinon, tu manges pas. Mais si, je veux dire, tu te permets de faire ça quand t'es ton propre patron, c'est que t'as le choix. Parce que, je dis une bêtise, si maintenant, tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, je pense pas que tu vas Netflix et chill au lieu de travailler, tu vois, sur tes heures de travail, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion de être dans l'urgence ou pas. Tu fais pas ton taf avec ton patron, si tu peux perdre ton taf. Bon, en France, on est quand même bien protégé, mais si tu travailles pas, t'as pas d'argent, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi ce truc-là. Mais si tu lances un business, mais qu'il génère pas d'argent, t'as peut-être pas non plus envie de travailler parce qu'il génère pas d'argent, en fait. Et je pense qu'on est beaucoup corrélé, encore une fois, du coup, à travail-argent au lieu de travail-valeur, tu vois. Et travail-valeur-argent, tu vois. Et je pense que c'est humain et je pense qu'on commence tous comme ça, en fait, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués, qu'on a appris, tu vois. Et du coup, là, on peut revenir à ce qu'on disait au début, ce qui est comment tu génères la valeur pour quelqu'un d'autre, mais du coup, comment tu transformes ce travail-valeur envers toi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, avec le recul, la maturité, on est sur d'autres business, on le sait plus ou moins, mais c'est quoi le shift qui fait que dans tes premières sociétés, tes premières tentatives entrepreneuriales, tu n'arrives pas à mettre de la valeur sur ton travail parce que tu n'as pas une récompense directe, un feedback direct d'un client, de l'argent, un truc. Et aujourd'hui où tu te dis, bon allez, même si aujourd'hui je vais rien vendre, je vais faire le taf possible. Personnellement, j'ai eu entre guillemets de la chance parce que j'ai toujours eu le souci du travail bien fait, tu vois. Même peu importe, j'ai fait tout type d'emploi, des inventaires, etc. Je faisais toujours correctement mon travail ou à peu près correctement au moins, tu vois. Donc j'ai jamais vraiment travaillé en me disant que ce soit pour moi ou pour en tant que, tu vois, ça, enfin, j'ai pas été trop salarié, mais dans les intérims, etc. Sans réellement gagner, avoir la récompense, enfin, être, comment dire, sans réellement en fait apporter la valeur, entre guillemets, tout simplement, tu vois. Et je dis une bêtise, à l'époque, à un moment, j'avais travaillé chez Boulanger Multimédia, tu vois, dans les stocks. Bah, je m'étais amusé, enfin amusé non, mais on avait il y avait un fichier Excel, tu vois, de gestion de stock. J'avais pas du tout l'obligation d'y toucher. Mais je l'ai refait, et il a été utilisé même quand je venais, plusieurs années après, il a été réutilisé parce qu'en fait, c'était un fichier qui était très basique. Et moi, j'avais de la chance, entre guillemets, à la fac d'apprendre Excel. En plus, moi, c'est etc. à l'époque m'avait aidé sur Excel, etc. Donc, je maîtrisais quand même assez pour apporter cette valeur-là. Je n'ai pas été payé plus, mais c'est juste que j'aimais bien faire le bon travail et même moi, ça me facilitait du coup dans la vie de tous les jours, tu vois. J'ai pas fait un truc de fou. Mais quand tu as quelqu'un qui a jamais utilisé Excel qui te fait un Excel, c'est pas la même chose que quand tu as quelqu'un qui l'a utilisé pendant un an, tu vois. Juste ça, tu vois. Okay. Donc, j'ai pas eu ce problème-là. Le seul sujet, justement, c'est que j'étais souvent sous-payé parce que je n'arrivais pas à quantifier en termes de valeur monétaire la valeur de mon travail. Donc, je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'on fait, c'est que tu mets un petit prix. Tu vois, le premier prix site qu'on a fait, genre sur mesure, tu vois, il était à 400 balles, tu vois. Tu vois, je fais l'école, tu vois. Mais pour moi, 400 balles, c'était bien déjà, tu vois. C'était incroyable. Par deux, tu vois. Bref. Et en fait, au fur et à mesure, tu augmentes 400, 800, 1000, 1500, 2000, tu vois. Et en fait, tu te rends compte aussi du temps que tu mets à le faire, même si tu en mets moins qu'avant, même parce que tu es plus rapide, plus compétent. Et tu vois aussi la valeur que toi, ça apporte derrière. Combien est-ce que ça lui rapporte derrière? J'ai une bêtise, t'arrives, là, on parle de site internet. T'as un site internet, moi, je demande toujours aux clients, vous dites que votre site internet, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas bien. Pourquoi? Ça va pas me dire, je le trouve pas beau. Ok, il y a des sites qui sont pas beaux, mais qui plaisent à leur cible. Tu vois? Faut pas... Tu fais les choses un petit peu pour toi, mais de base, c'est pour ta cible que tu dois le faire. Ça, la cible, c'est toujours le plus important. Tu vois? Et ça, c'est ce qui m'a vraiment bien appris. La cible, il faut se concentrer dessus. Et pour savoir si ça fonctionne, il faut de la data. Donc, okay. Tu vois, donc moi, la donnée que j'avais, c'était en fonction des services, ok, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Mais c'est à moi de savoir ce que ça leur a apporté. Il faut le chercher, il faut le demander. Et j'ai toujours cette nature-là de... Moi, j'ai la chance d'avoir ce côté-là de savoir si ce que je fais, on m'a payé, vous a plu. Tu vois, je donne des cours aux petits, je demande aux parents, est-ce qu'il y a des résultats sur
sur ses devoirs, est-ce que lui fait plus ses devoirs, est-ce qu'il est content, tu vois. Et si Incroyable. jamais t'as pas ce truc-là, je saurais pas trop quoi dire. Je pense qu'il faut juste avoir envie de faire bien le travail. Ouais, Ok. Mais ça, je pense, c'est un trait de personnalité. ouais pour ça. Je pense qu'on se rapproche de la fin. Moi, j'ai une question à te poser. Si tu devais te donner un conseil à toi qui avait 16 ans, justement, pour voir la valeur que tu allais être capable de créer, ça serait quoi le conseil? Comment tu te motiverais à te concentrer directement sur la valeur? Honnêtement, 16 ans, j'étais pas du tout dans la maturité. J'étais. Ou alors début Ouais, plus tard, je d'entrepreneuriat? pense, parce que vraiment, j'étais pas du tout de ce côté-là. En vrai, je pense, tu vois, je me serais. En fait, truc tout con, LinkedIn, tu vois, j'ai commencé très tôt à regarder les créateurs de contenu, tu vois, les premiers, genre Thibault Louis, tout ça. Je suivais à fond. Mais je ne faisais pas poster, entre guillemets, quand j'étais en alternance. Pourtant, je faisais des trucs qui étaient intéressants, tu vois. Et je me serais dit, en vrai, j'avais tenté de poster, mais une fois par-ci, par-là, tu vois. Et ben, je me serais dit, fais-le avant. Parce qu'en réalité, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, même si là, je le fais plus depuis 1 an ou 2, parce que, bon, pour des raisons, bref. Et quand j'ai commencé à poster, j'ai eu beaucoup de résultats parce que j'ai eu la chance de commencer à poster avant qu'on ait la vague où tout le monde le fait aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, c'est un truc normal. J'ai commencé à le faire quand ça se démocratisait, mais pas trop non plus. Donc, j'avais pas une énorme audience, tu vois. Mais ça suffisait pour décrocher, tu vois, j'ai décroché, tu vois, un des plus gros contrats que j'avais eu, tu vois, à ce moment-là, tu vois. Donc, je me serais dit, fonce, poste, crée du contenu, tu vois. Mais sur LinkedIn, parce que, bon, je l'avais déjà fait, bref, je coiffais et tout, donc je vais sur Snapchat, tout ça, tu vois, mais c'est pas pareil, tu vois. Et je me serais dit, Ça t'a apporté des contrats? ouais, mais C'était pareil. le contenu, tu vois, en vrai, oui. Pareil, Le mais format c'est pas était différent, format mais- était différent, la valeur monétaire aussi et entrepreneuriale aussi, tu vois. Donc, Ok. je me serais dit, en vrai, comment on va aujourd'hui créer du contenu et n'aie pas peur de le faire. De toute façon, les gens, si ton contenu est pourri, ils vont pas le voir, ils vont te zapper, tu vois. Et toi, du coup. Et là, je choisis l'âge, tu vois. Moi, j'ai pris un âge genre 22, 23. 22, 23? Moi, ouais, parce qu'avant ça, j'étais pas... Après, je pense avant... Après, je pense, moi, j'ai toujours été un peu artiste, entrepreneur. Tu vois, de base, je voulais faire une école d'art. Donc, mais je me dirais, ouais, effectivement, la manière que j'aurais eu de voir la valeur, tu vois, ça serait de me dire, documente tout, parce que quand tu reviendras plus tard sur tout ton parcours, c'est en regardant d'où t'es parti que tu comprendras tout ce que t'as apporté aux gens. Pour moi, ça serait ça. Beaucoup ça. Je l'ai fait un petit peu. Mais tu vois, encore une fois, Théo Lyon l'a fait sur Road to 1 million et 10 million, entre guillemets. Donc, jusqu'à arriver avec son agence à 1 million, puis 10 millions de chiffre d'affaires, tu vois. Bah, franchement, déjà, pour le public, j'ai appris énormément. Même pour lui, aujourd'hui, tu vois, quand il regarde ses vidéos, il doit voir d'où il est parti. Tu vois la différence, tu vois. Donc, je te suis complètement dessus, tu vois. Ok, super. Et bien, je pense que c'est la fin. Ok, bah, salut, putain. Du coup, maintenant, faut qu'on fasse l'intro. Intro. Mais là, on est 2. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler du rapport entre la valeur du travail et l'entrepreneur. Ok, et du coup, bah, Tu moi, l'as fait c'est... Moi, je le fais. Ah, je crois que... Non, fais juste l'intro pour la vidéo. Ok. De toute façon, là, ça sera le deuxième épisode, pas la peine de se présenter, Ok. je pense. Donc, salut à tous. Du coup, aujourd'hui, on va parler du rapport entre la valeur en fait, qu'on apporte et l'argent. Non, comment je peux T'as le chaud. dire Ouais, en chaud, fait, là, intro et tout, j'ai vraiment pas l'habitude de faire Non, ça. t'inquiète, vas-y. Je pense que je te laisse faire. Ok. C'était chaud, vas-y. Ok.